Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Philippe Morissette, associé avocat chez Jolicoeur Lacasse. Bonjour. Donc, Philippe, aujourd'hui, va nous parler, l'entrevue, on va parler de cannabis. Ça va être une entrevue fumante, sans faire de jeu de mots. Philippe, bien sûr, c'est un avocat qui est spécialisé en clarigie du logement. Également, dernièrement, je l'ai rencontré lors d'une conférence qu'il a fait et a vraiment parlé de la légalisation du cannabis. Et je pense que ça va être un sujet hyper important pour la deuxième moitié de 2018, début 2019. Il y a beaucoup d'inconnus là-dedans, encore beaucoup d'incertitudes. Même la date d'entrée en vigueur a été repoussée. Effectivement. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Puis c'est important de donner, Philippe va nous donner un aperçu, puis premièrement, c'est quoi exactement les légalisations? Parce que c'est compliqué, parce que tu as le côté fédéral, tu as une légalisation au niveau fédéral, au niveau provincial, c'est pas les mêmes règlements. Ensuite de ça, il y a la consommation, la production, les effets secondaires, la fumée secondaire. Donc, il y a un paquet de choses qui va être touché. Puis ça ne sera pas évident en tant que propriétaire de dealer avec ça sur le terrain. Mais quand même, Philippe va nous éclairer un peu. Fait que Philippe, peut-être te présenter pour commencer. Par la suite, on va rentrer dans le sujet. Alors, comme Patrice le disait, je suis avocat associé chez Jolicoeur Lacasse depuis maintenant 15 ans. Et au cours de ma pratique, j'ai développé une expertise en droit locatif résidentiel, donc là, relations locataire-locataire. Et ça m'a amené à plaider des centaines de dossiers à la régie du logement et de devenir une référence dans le domaine. Donc, merci Philippe. Et puis, donc, maintenant, là, pour commencer, OK? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les principaux points là, du projet de légalisation, que ce soit au niveau fédéral et provincial, et faire la différence entre les deux? OK. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, c'est un changement au niveau de la législation fédérale, parce que la possession et la production de cannabis, c'était un acte criminel, donc c'était illégal. Et là, il va y avoir des assouplissements à ces règles-là. Donc, à la base, il y a une modification de la loi fédérale et il y a certains pouvoirs qui ont été transférés aux provinces au niveau de la gestion, de la production, de la vente et autres. Okay. Et c'est pour ça qu'on a deux lois qui vont être en concurrence au niveau de la légalisation du cannabis. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou de contradictions entre les deux? Il y en a certaines contradictions. Vous allez voir qu'au provincial, c'est beaucoup plus restrictif, notamment au niveau de la production et de la vente aussi, alors que le fédéral, c'est beaucoup les grandes lignes au niveau de la possession et de la production. Puis ensuite, chacune des provinces va régir ça dans son, Exactement. Dans son système. OK. Mais en gros, les grandes différences entre les deux? Okay. Si on y va au niveau de la possession, donc au niveau fédéral, il y a deux catégories d'âge. Donc, il y a les 12 à 18 ans. Il y a les 18 ans et plus. Donc, au fédéral, on va prévoir que les gens de 12 à 18 ans peuvent posséder jusqu'à 5 grammes de cannabis séché avec eux. Pour les gens de 18 ans et plus, là, on va monter à 30 grammes de cannabis séché. OK. Fait qu'à partir de 18 ans, c'est 30 grammes. C'est quand même c'est vrai. Mais vous allez voir, au provincial, au niveau de la possession, vous allez voir, c'est un petit peu différent. C'est que là, avant 18 ans, il est interdit de posséder du cannabis séché, mais pour les personnes de 18 ans et plus, les gens vont pouvoir posséder jusqu'à 150 grammes de cannabis séché, autre que dans un lieu public. Donc, chez eux, à leur maison. Jusqu'à 150 grammes chez vous. Jusqu'à 150 mais grammes. C'est juste pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas la différence entre les deux. Là. Je veux dire, c'est laquelle qui va officiellement, tu sais, au Québec, ici, là, à Québec, présentement on est à Québec, est-ce que c'est quoi qui va faire la différence? Est-ce qu'on... Théoriquement, c'est que vu que la loi provinciale va être plus restrictive, ça va être elle qui va s'appliquer. Il reste qu'il peut y avoir un débat constitutionnel à savoir est-ce que certains articles qui ont été adoptés par le provincial sont légaux. C'est certain qu'il y en a qui vont sûrement tenter le coup puis de valider si oui ou non la législation québécoise est valide sur certains articles. Mais ça, écoutez, c'est une hypothèse, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas exactement là, comment ça va se passer. Ça, ça va être des grands débats, c'est sûr. Mais lorsqu'on arrive, mettons, pour le propriétaire de bloc appartement, là, lui, va faire face à ça. Il y a des gens qui vont rentrer, qui vont... mettons, on pourrait prendre l'exemple. Un locataire, que lui décide d'avoir 4 plants de pot chez eux, de cannabis. À ce moment-là, est-ce qu'il peut? Parce que là, si j'ai bien compris, c'est qu'au niveau provincial, on ne pourra pas faire de production. Effectivement. Et au niveau fédéral, on peut faire la production.
Bien, c'est qu'au niveau fédéral, on prévoit qu'un individu va pouvoir garder chez lui jusqu'à 4 plants de pot. Et là, c'est quand on dit chez lui, on ne prévoit pas que s'il y a un chalet, un condo et autres, à chaque endroit, il a le droit d'avoir ces 4 plants. Donc, c'est sa résidence où il réside habituellement. Là, on va permettre jusqu'à 4 plants. Et la résidence va comprendre le terrain, les accessoires, par exemple, cabanon, remise, garage et autres. Donc, c'est vraiment par unité d'habitation, c'est 4 plants. Là, ça peut devenir complexe parce que le locataire, il va aller voir son voisin, puis l'autre voisin, puis l'autre voisin. Je peux-tu mettre mes plants de pot chez vous, et ainsi de suite. Là, ça devient un peu... Bien, la loi ne l'interdit pas, mais on prévoit aussi que je ne peux pas produire pour quelqu'un d'autre ou avoir plus que 4 plants. Donc, on est vraiment limité par unité à 4 plants et non pas, c'est pas par individu. Donc, j'ai plusieurs colocataires, bien, ça ne fait pas que chaque colocataire a le droit à 4 plants. C'est 4 plants pour la totalité. Mais ils peuvent aller voir l'appartement d'à côté ou d'en face, puis là, ils peuvent demander à l'autre, même s'ils n'utilisent pas, hey, peux-tu prendre les 4 plans chez toi? Ça devient un peu complexe. Mais ça, c'est au niveau fédéral. Mais puisqu'au niveau provincial, ils vont faire l'interdiction complètement de production. Donc, il y a une interdiction au niveau provincial quant à la production parce que le Québec a créé, dans le fond, une société d'État qui va être responsable, dans le fond, de la vente du cannabis, ce qui fait en sorte que pour garder le monopole puis le marché... Une genre de SAQ du cannabis. C'est ça, effectivement. Ils ont prévu que toute production est interdite. Du production au niveau personnel, là, il n'y a aucune production qui est possible. Juste pour retourner en arrière, on a parlé des 2 lois fédérales, provinciales et l'entrée en vigueur, justement. Ça devait être le 1er juillet, c'est ce qu'on véhiculait dans les médias. Maintenant, c'est plus le cas. C'est reporté, mais vous dire à quelle date ça va entrer en vigueur, malheureusement, là, je peux pas vous répondre. Là, ça reste... Mais ça a été reporté, que c'est remis en question ou c'est simplement la question de l'application de loi? Bien, c'est que c'est plutôt au niveau des modifications de la loi, tant au niveau fédéral, parce que, écoutez, ça implique des modifications législatives à plusieurs lois. Au niveau provincial aussi, compte tenu qu'ils sont responsables de la distribution, consommation et autres, ça amène aussi beaucoup de changements au niveau législatif, ce qui fait en sorte que le délai qui avait été donné par le fédéral était beaucoup trop court pour permettre toutes ces modifications-là. Donc, ils ont reporté la mise en vigueur là, de la loi. OK. Donc, si ça reste tel quel, là, au niveau de l'interdiction au Québec, en tout cas pour la provinciale à Québec, de produire. Donc, quelqu'un qui rentre un propriétaire qui rentre chez son locataire puis qui voit 3 plants de pot, OK? Là, qu'est-ce qu'il faut faire, OK? Parce que, tu sais, à un moment donné, il va falloir, ça va être un peu aussi en tant que propriétaire, qu'est-ce qu'on tolère pas. Comment qu'on réagit à ça? Puis ça qui va m'emmener aussi à la question comment que la régie du logement va traiter. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas? Est-ce qu'ils ont déjà donné un genre de ligne de conduite par rapport à ça? Mais donc, à partir du moment que ça va être officiel, un propriétaire rentre dans une visite de routine pour arranger un lavabo qui coule pas bien ou qui coule, en fait. Et là, il voit 3 plants de pot chez le locataire. Est-ce qu'il doit passer à l'action, faire de quoi tout de suite, ou ça va être considéré comme quoi qu'il tolère et que c'est beau? Bon, disons que si on prend, je vais dire hypothétiquement, avec les nouveaux projets de loi qui arrivent, au niveau, dans le fond, de la production, il n'y a pas de modification ou de traitement différent qui va se faire par la Régie du logement. Selon moi, ça va être les mêmes principes qui sont applicables aujourd'hui. C'est beaucoup plus au niveau de la fumée secondaire que là, l'intervention du propriétaire va être beaucoup plus rapide parce que le projet de loi prévoit qu'il n'y a aucune fumée. Personne ne peut fumer dans les espaces communs d'immeubles d'habitation de plus de 2 logements. Le propriétaire va avoir une responsabilité d'apposer des affiches partout où il va être interdit de fumer. Et si il constate qu'il y a des gens qui fument aux endroits interdits, la loi prévoit qu'il y a l'obligation d'intervenir. Donc, à ce moment-là, on avertit les gens, mise en demeure s'il faut, et aller jusqu'à la Régie du logement à le cas échéant pour faire ça. Parce que si je comprends bien, il y a aussi des permis de production qui vont être émis ou... Oui, bien, présentement, pour des raisons médicales, cette loi-là permet à certaines personnes, pour des raisons médicales, de pouvoir cultiver des plantes et de fumer du cannabis. OK. Fait que là, ça va devenir complexe, s'il vous plaît, pour un propriétaire qui a 40 locataires
Et là, tout soudainement, tout le monde va avoir besoin d'avoir du cannabis de façon thérapeutique. Et ça devient un peu, tu sais, c'est comme comment qu'on jouait à la police ou pas avec les locataires. Là. Comment réagir pour pas que ça devienne non plus un endroit où, honnêtement, je veux dire, il peut y avoir quand même juste 4 plants de cannabis avec 3, 4, 5 locataires qui se connaissent comme il faut, qui décident de produire ça quand même, c'est... Bien, je dirais que si, par exemple, vu que la loi provinciale va interdire toute production, ouais. Pour moi, ça ne change rien dans le traitement qui est existant aujourd'hui par la Régie du logement. Aujourd'hui, c'est illégal. Donc, on intervient, puis la Régie s'est prononcée par rapport à ça. C'est un bon point, là. Fait que déjà au départ, le fait que ça va être interdit de produire, fait que l'histoire du plant de pot, ou que ce soit sur le balcon à l'extérieur, que ce soit dans le logement, ça, on n'est pas supposé de le voir. Puis un propriétaire va être en mesure de le dire. Bien sûr, tout ça va être confirmé qu'officiellement, ça va être lancé, mais le propriétaire, jusqu'à maintenant, dans ce qui a été fait, ce qui a été émis là, comme politique, c'est que le propriétaire va pouvoir interdire ça, carrément les plans. Bien, c'est interdit la culture. Nous, ce qu'on préconisait, parce qu'à date, il n'y avait rien qui permettait aux propriétaires de modifier les conditions du bail pour interdire la production. Il y a des démarches qui se sont faites au niveau du gouvernement et ils sont supposés modifier la loi ou prévoir un article qui va permettre aux propriétaires d'interdire dorénavant la culture de marijuana dans les règlements d'immeubles. Moi, je le conseille de le faire déjà. Donc, lors des périodes de renouvellement, on dit que c'est interdit la production ou la culture de cannabis et on verra comment la Régie va Donc, le traiter. on ne pourra pas interdire, bien sûr, la consommation. Non. Puis c'est là, c'est un autre détail. Un détail, parce qu'on peut dire, bon, mais tu n'enlèves pas la cigarette, je crois. On peut pas, je pense qu'on peut interdire de fumer. On peut interdire de fumer, mais... De fumer quoi? De fumer, moi je dis n'importe quoi. Okay. Quand un logement est non-fumeur, il est non-fumeur. Et ça, peu importe la substance qui est fumée. Ce qui va être interdit, par exemple, c'est là que les propriétaires risquent d'avoir un problème. C'est lorsque un logement n'est pas non-fumeur dès le départ à la signature du bail et qu'on veut le modifier. Donc, on veut rendre dorénavant le logement non-fumeur. La Régie s'est déjà prononcée en disant que on ne peut pas le faire, que c'est interdit, que c'est contraire à la charte, c'est rentrer dans les habitudes de vie du locataire. Qui est déjà en place, c'est ça? Qui est déjà en place. Donc, si le locataire refuse la modification, malheureusement, il est très peu probable que vous réussissiez à faire passer cette modification-là au terme d'une fixation de loyer. Mais si c'est un nouveau locataire et que vous dites que votre logement est non-fumeur, c'est qu'on n'a pas besoin de préciser ou un propriétaire ne pourra pas préciser je te permets de fumer la cigarette, mais je ne veux pas que tu fumes du pot. Ça non, se ferait pas. Pour moi, c'est tu fumes ou tu ne fumes pas. C'est ça. OK, parfait. Puis ça, c'est important parce que, déjà là, il y a un certain contrôle sur l'interdiction qu'on peut imposer, parce que la loi interdit de faire de la production, à moins d'avoir un permis spécial parce que c'est thérapeutique. Exactement. D'accord. Et encore là, mettons que le locataire, on fait face à un locataire qui dit non, pour moi, c'est thérapeutique. Est-ce qu'il y a un document à demander à un locataire à ce moment-là? Oui, normalement, le locataire a un permis de production. Et sur ce permis-là, ça va être indiqué le nombre de plants qu'il a le droit de produire. Et la Régie a déjà traité ce type de situation-là. Ouais. Donc, si un locataire cultive, par exemple, 4 plants et son permis prévoit qu'il a le droit de cultiver jusqu'à 4 plants, sur cette seule base-là, je ne peux pas rien faire. Je ne peux pas expulser le locataire, je ne peux pas l'interdire. La seule façon, c'est de démontrer que cette culture-là, même si elle est légale parce qu'il est permis, cause un préjudice sérieux au propriétaire. Et là, ça peut être dommage au logement, le fait qu'il y ait des modifications au système électrique. Et ça peut aller même aussi au niveau de l'assurance habitation. Oui. Parce que les assureurs, écoutez, normalement, là, tout acte criminel... Fait que ça, c'est des raisons que le propriétaire pourrait évoquer. Là. Exactement. C'est-à-dire, ma facture d'électricité a augmenté, c'est moi qui fournis l'électricité chez vous, que je paye le chauffage, ou il y a des problèmes d'humidité dans ton logement qui créent... ensuite de ça, au niveau des assurances, il y a des dangers dans ton installation que tu as faite. Parce que là, j'imagine qu'il y a des installations pour ça. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est dans les règles de l'art ou c'est fait je vous dirais maison, que généralement, c'est très rare. En tout cas, moi, de mon expérience, c'est rare que c'est fait, les installations électriques, de façon légale. C'est souvent des travaux qui sont faits par le locataire qui ne respectent pas les normes, qui ont un danger pour la sécurité. Donc, ça, c'est un motif
qu'on peut demander la résiliation. Mais au niveau des assurances, c'est qu'il y a certains assureurs qui vont accepter de couvrir le risque quand on sait qu'il y a de la culture et il y en a d'autres qui refusent de couvrir le risque. Donc, ce qui peut arriver, c'est que votre assureur dit « moi, j'annule la police parce que je ne veux pas couvrir et à ce moment-là, c'est quoi le recours qu'un propriétaire aurait? Il faut qu'il change d'assureur ou qu'il peut aller voir le locataire et dire « Regarde, j'ai un préjudice important ici. Ouais. » Fait que là, à ce moment-là, c'est d'ouvrir une cause à régie pour ça? C'est ça. On ouvre une cause à la régie. Deux possibilités. Une demande d'ordonnance. Donc, on demande au locataire de cesser toute production. Et il y a la possibilité aussi de demander la résiliation du bail. Mais il faut toujours démontrer un préjudice sérieux. Parce que la résiliation du bail, c'est la sanction ultime. Oui. Donc, il faut que le défaut soit important et non pas une simple contravention à un règlement. Donc, fait que là, un coup que, la personne a droit de consommation, fait qu'on s'entend, pas de production. La consommation, on peut. Et là, on s'aperçoit que, pour X raison, dans un immeuble, il y a un locataire particulièrement que lui, la porte est souvent ouverte, puis souvent, il y a des petits espaces, puis là, ça l'incommode, OK? Oui. Il y a un autre locataire qui passe dans le couloir, et puis avec ses deux enfants, qui les tient comme ça, puis en passant, ça sent fort. Là. Oui. Fait que là, ce locataire-là, qui avec les enfants, s'en va dans son logement, appelle le propriétaire, dit « Écoute, là, il dit, ça n'a plus de sens. Il dit, sa porte est toujours ouverte, ça passe, ça sent très fort, ça l'incommode ma famille. » Qu'est-ce qu'un propriétaire doit faire à ce moment-là? Okay. Actuellement, pour la régie, la tendance majoritaire, c'est lorsque il y a de fumée secondaire, de cannabis, que ça importune les autres locataires, ça constitue un trouble de jouissance parce que présentement, la substance est illicite. Mm-hmm. Donc, sur cette base-là… En ce moment? En ce moment. Mais… Admettons que la loi est passée. OK. Une fois que la loi est passée, on va appliquer les mêmes principes que pour la fumée secondaire de cigarette. Donc, il faut vraiment que ça soit incommodant, persistant, qui est vraiment là, que ça trouble la jouissance paisible des lieux. Il ne faut pas que ça sente une fois de temps en temps. Et comment documenter ça? Comment documenter ça? Toi qui es un expert avec la régie du logement, là, tu sais, pas prendre de photos, tu ne fais pas… C'est sûr que ça va nécessiter la collaboration des locataires. Dans la plupart des cas de troubles de jouissance, il faut la collaboration des autres locataires. Je sais que ce n'est pas facile. Il y en a plusieurs qui ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur de représailles. Mm-hmm. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser le locataire au problème et on leur demande à ce moment-là de noter quand est-ce qu'ils ont senti, la date, l'heure, ça a duré combien de temps, puis essayer de qualifier aussi l'intensité. Je sais que ce n'est pas facile, mais dire est-ce que ça sentait beaucoup, pas beaucoup. Mm-hmm. Chaque personne est différente là, au niveau de la tolérance, mais c'est la preuve qu'il faut faire. C'est vraiment la fréquence, la persistance du problème, puis aussi la quantité d'odeur. C'est difficile à quantifier, là, mais le fait que c'est vraiment dérangeant. OK. Donc, à ce moment-là, il y a un petit plan d'action chacun des propriétaires, parce que souvent, je sais qu'il y a des propriétaires qui ont commencé justement à inclure dans les réglementations, dans les bails, l'interdiction de fumer. Mais quelqu'un qui a commencé il y a 2 ans, peut-être si quelqu'un a 20-25 logements, on s'entend qu'il y a beaucoup de locataires qui étaient là avant. Maintenant, au niveau de la régie du logement, est-ce qu'il y a déjà eu des décisions qui vont aider justement les décisions qui vont suivre ou la jurisprudence, si on veut, par rapport au cannabis? Parce qu'on s'entend que, si on se rappelle, là, quand on a la loi sur le fait qu'on peut empêcher les locataires de fumer, ça a fait couler beaucoup d'encre aussi. Oui. Et là, il y a souvent des décisions qui sont faites avec ça. Est-ce que ça va emmener une tangente vers la même chose pour le cannabis? Ou, Je pense que le traitement va être le même. Donc, l'interdiction de fumer, que ce soit le cannabis, cigarette, la régie s'est prononcée. Ça montait même plus loin dans les différents tribunaux. Donc, ça ne changera rien. Pour la fumée secondaire, ça va être les mêmes règles. Je dirais que la seule chose qui va changer, c'est que la régie du logement avait une tendance à dire bien c'est illégal, donc c'est une substance qui est illicite. Donc, ça justifie en soi un trouble de jouissance. Donc, c'est peut-être cette partie-là qu'on va devoir écarter parce que maintenant, ça va être rendu légal, mais il reste que les principes de préjudice sérieux et de trouble de jouissance vont rester. Est-ce que la Régie du logement a déjà donné un petit guideline ou une ligne directrice par rapport à ce qui s'en vient là-dessus? Non, malheureusement, il n'y a pas de ligne directrice parce que ce sont des juges qui ont une partialité. Dans le fond, il faut qu'ils soient impartials. Donc, ils n'ont pas une ligne à avoir de pensée sur le sujet. OK. Parce que là, en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de cas. Parce que on s'entend que le cannabis, ça sent pas mal plus fort que la cigarette. Là. Ouais. C'est pas long que quelqu'un peut juste
fumer une fois ou deux par jour, puis ça sent fort, là. Oui, effectivement. Mais c'est ça, c'est toujours la question du préjudice sérieux. Parce qu'il y a un principe qui ne changera jamais, peu importe la situation, c'est dès que ça cause des dommages aux propriétaires, que ça cause un trouble de jouissance aux autres locataires, il y a des sanctions qui sont prévues par la loi. Fait que le combat qu'un propriétaire doit avoir là-dessus, s'il veut vraiment mener une bataille sérieuse dans son immeuble pour pas que les gens exagèrent, ce serait quoi la première étape? Ce serait, bon, on a parlé de changer les règlements, faire une modification au règlement en cours, même si ça va être difficile à appliquer pour les gens qui ont déjà signé des bails, tu mentionnais tantôt. Par la suite, y a-tu un petit peu une procédure? Dans tous les dossiers, lorsqu'il y a un locataire qui se plaint, comme vous avez quand les propriétaires ont une obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est je ne peux pas me défendre à moins d'une force majeure. Donc, il faut agir rapidement. C'est-à-dire, on commence par avertir le locataire fautif, préférablement par une lettre. Mise en demeure, on laisse des traces. Parce que si on veut réduire un risque de condamnation de diminution de loyer, il faut démontrer qu'on a agi rapidement et qu'on a bougé. Donc, mise en demeure, si on voit que la situation ne se règle pas, il ne faut pas tarder. Il faut introduire notre recours à la régie. Ce que ça va faire, en introduisant rapidement le recours, c'est que le propriétaire ne sera pas exempté d'une diminution de loyer, mais il peut éviter la condamnation à des dommages et intérêts. Parce que, bon, on le sait, on ne peut pas se faire justice soi-même, mais en prenant votre recours à la régie, vous faites le maximum que vous pouvez. Puis on sait que la régie du logement, malheureusement, les délais sont longs. Et justement, en parlant de délais, le non-paiement de loyer a quand même eu une progression au niveau des délais des dernières années. Ça dépend des différentes régions, là, mais dans l'ensemble, maintenant, quand quelqu'un, mettons que c'est la fumée secondaire, là, que ce soit la cigarette ou le cannabis qui s'en vient, ou déjà le cannabis qu'il y a eu, parce que présentement c'est illégal, est-ce que les délais sont respectables ou c'est... Malheureusement, ça reste quand même des dossiers qui sont pas nécessairement qualifiés comme prioritaires, parce que les dossiers qui sont prioritaires pour la régie, c'est non-paiement de loyer, les demandes d'éviction pour subdivision, agrandissement, reprise de possession, ce sont des dossiers qui procèdent rapidement. Les dossiers en diminution de loyer, en résiliation de bail pour des dossiers autres, malheureusement, ça suit son cours. Mais je peux pas. Ça va être la même chose que le chien qui jappe tout le temps, que le locataire, c'est la nuisance des lieux, mais bon. Exactement. On va être pris avec les délais. Puis là, dépendamment des régions, les délais sont plus courts, d'autres, c'est un petit peu plus long. Je sais que la régie a mis en place certains mécanismes maintenant pour accélérer les dossiers, mais c'est sûr qu'il y a un manque. Au niveau de la consommation, sais-tu si dans la consommation, si le fait qu'il y ait des enfants dans le logement ou pas, y a-t-il une nuance dans le... Non, je n'ai pas étudié cette partie-là, savoir s'il y avait des enfants ou non, il y avait des conséquences ou il y avait la réglementation qui l'interdisait ou restreignait de fumer. Philippe, écoutez, merci beaucoup. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment éclairé sur toutes les subtilités. Donc, on résume, on a la loi fédérale, la loi provinciale. La loi provinciale qui va être un peu plus serrée, surtout au niveau de la production, fait qu'ils vont interdire la production. Oui. Et à partir de là, tu vas avoir côté, c'est ça, tu as fédéral, provincial, production, consommation. Ensuite de ça, tu as l'effet secondaire de ça. En tant que propriétaire, ce qui est important, c'est tout de suite de commencer à s'armer en modifiant les règlements, le plus vite possible, avec les nouveaux bails, de tout de suite interdire ou pas. Et là, ça va être une décision par rapport au propriétaire, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit tolérer ou pas. Est-ce que, tu sais, il y en a qui voulaient absolument pas d'animaux il y a plusieurs années, et là, à un moment donné, tranquillement, les gens ont commencé à accepter parce que les logements, les taux de vacances augmentaient. Donc, ça va être une décision personnelle pour chacun. Oui. Mais quelqu'un qui veut vraiment tenir ça à la lettre, il faut commencer tout de suite à modifier et à aviser les gens là, que. À partir du mois de. C'était le 1er juillet. On est dans la période de renouvellement. Donc, pour tous les propriétaires qui signent des nouveaux baux, c'est le temps d'inclure une clause d'interdiction de fumer, une clause interdisant la production de cannabis. Vous pouvez le faire, puis il y a différents... Est-ce qu'il y a des clauses vous avez déjà montées pour juste une clause simple qui peut être ajoutée au règlement? Oui, il y a des clauses qui sont déjà qu'on a déjà préparées avec certains regroupements de propriétaires. Donc, ces clauses-là sont déjà préécrites.
C'est rien de très compliqué, mais il faut juste l'indiquer. Okay. On peut demander, exemple, à la Corpic, ils ont déjà des clauses oui, comme ça. La Corpic ont déjà prévu dans leur réglementation ce type de clause-là. Puis c'est disponible à tous les propriétaires qui sont membres. C'est déjà tout disponible. OK. Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir éclairé là-dessus. J'invite tout le monde, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer. Je vais laisser aussi, bien sûr, les coordonnées de Jolicoeur Lacasse et Philippe Morissette dans le post. Puis encore une fois, je vous invite à donner peut-être vos impressions, comment vous allez réagir là-dessus. Et bien sûr, de partager la vidéo. C'est très apprécié, de taguer les gens qui pourraient être intéressés par le contenu. Donc, merci à tous. Merci.